Salut les devins, c'est Saikyo. Il est temps et il est l'heure pour moi de vous proposer ma review bilan de l'épisode 75 de Dragon Ball Super. Comme vous le remarquez, je suis encore plus enrhumé qu'hier, du coup je sais que c'est pas très agréable d'entendre quelqu'un parler avec le nez bouché, mais malheureusement j'ai pas grand chose comme solution pour ça. Mais bien sûr c'est pas ça qui va m'arrêter de vous proposer mes reviews et mes vidéos. Aussi s'il vous plaît, si vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo, justement, je vous parlerai rapidement du fait que je vais partir en congé pendant quelques jours. Du coup comme ça je vous donne les détails à la fin, je vous embête pas maintenant avec ça. Mais pour le moment, focalisons-nous alors sur notre review bilan de l'épisode 75 de Dragon Ball Super, qui nous met vraiment sur la route vers le nouvel arc du tournoi. Et s'il y a deux personnages en particulier qui avaient vraiment besoin de se préparer au tournoi, c'était bien Gohan et Krillin. Pour Gohan, les hors-séries ont préféré nous apporter un nouveau méchant, Watagash. Mais pour Krillin, ce sera plutôt de l'entraînement à l'ancienne et comme on aime. D'ailleurs, si vous êtes fan des épisodes 14 à 18 de Dragon Ball, de la bonne époque de Dragon Ball, avec Goku petit et Krillin petit qui s'entraînent ensemble, cet épisode-là est totalement fait pour vous. Et surtout, bien sûr, si vous êtes nostalgique. Mais en même temps, cet épisode est aussi fait pour vous si vous êtes très fan de Gohan, si vous aimez beaucoup ce personnage, que vous attendiez son retour ou pas, peu importe. Mais en tout cas, je trouve qu'on a eu du bon Gohan dans cet épisode-là. Alors, une nouvelle fois dans cet épisode-là de Dragon Ball Super, nous avons revu le fameux tracteur avec lequel Goku peut travailler, et parfois Goten qui aide un peu son père aussi. D'ailleurs, le fait de nous remettre un peu ces champs à l'écran et ce fameux tracteur est un espèce de repère mental pour nous faire comprendre et nous rappeler sans cesse que la famille de Goku vit de ça. Mais malgré ces impératifs, j'ai trouvé très surprenant que Chi-Chi recommande à Gohan de s'entraîner avec Goku. C'était un peu étonnant concernant le caractère et le passé de Chi-Chi. On a très vite vu que malgré le fait que Goku recherche un partenaire d'entraînement, elle a refusé que ce soit Goten qui le devienne. Là, elle était un peu plus dans son rôle justement, dans la Chi-Chi qu'on connaît. Une question que je me pose, c'est pourquoi Goku ne s'entraîne pas avec Vegeta. À vrai dire, je pense que c'est un lien avec les récents spoilers, un léger lien on va dire, mais je ne vais pas vous parler de ça ici, il y a une vidéo sur la chaîne bien sûr qui en parle. Je pense que pour ceux qui ont lu les spoilers, ça leur parlera. Mais par contre, là où je suis content, c'est qu'ils aient introduit la petite scène avec Whis, nous parlant d'une sorte de conseil des divinités, des dieux Akaishin Kaioshin, à venir. Bien sûr, je pense que vous êtes tous au courant du prochain arc de Dragon Ball Super, et d'ailleurs le trailer officiel a été donné en fin de cet épisode 75, donc je peux vraiment vous en parler librement, je veux dire du thème de ce nouvel arc, qui sera donc, comme je dis en début de vidéo, le tournoi de Zeno, qui va être mis en place, le tournoi multiverse entre les 12 univers. Et si vous vous rappelez bien, dans une des toutes premières images du trailer de ce nouvel arc, on avait vu tous les Akaishin et les Kaioshin dans une espèce de salle de réunion, tous prosternés face au grand prêtre et Zeno et tout ça. Et on se rend compte alors que les propos de Whis qui nous parlent d'un prochain conseil des divinités qui va arriver est très sûrement lié à cette fameuse image qui s'était glissée dans le trailer. Et bien sûr aussi avec l'image que l'on a eu dans le deuxième trailer justement en fin d'épisode 75, là on a eu la révélation d'une grande majorité des Akaishin. En tout cas, on a bien compris pourquoi Whis était indisponible et en même temps, intelligemment, ils nous ont mis un pied dans le prochain arc. Et ça, j'ai trouvé bien amené, bien fait. En plus, petit détail avant de passer à autre chose, je trouve que ça rend plus formel justement le système de divinité et leur organisation. On les trouvait vraiment un peu libres de mouvement, libres d'action, pouvant même amputer sur d'autres univers, mais on se rend compte que de temps en temps, il y a quand même quelques conseils, quelques réunions qui se font entre eux et c'est plutôt cool. Bon, on revient alors sur nos bons vieux mortels, à savoir Gohan et Goku, et Gohan dit ne pas aimer combattre, il le dit clairement. Mais d'un coup, il pense au fait que le Great Saiyaman, lui, aime plutôt combattre et surtout il le peut. Et Gohan rentre du coup dans son rôle, se transforme, et je vous avoue que j'ai beaucoup aimé les échanges de dialogue entre Goku, qui est toujours simple et réaliste on va dire, et il lui dit bon allez Gohan tu veux te battre avec moi, il s'en fout lui du costume en fait Goku, en face de lui il va Gohan, il met un costume ou pas ça reste Gohan. Et Gohan lui répond alors mais vraiment à fond dans son rôle que non, il est le Great Saiyaman, il l'appelle même Son Goku-kun au lieu de l'appeler papa comme il le fait d'habitude. Et tout cela, toute cette scène-là, nous a donné d'autres scènes intéressantes, comme par exemple encore une répétition sur le fait que Goten trouve maintenant que le costume n'est pas cool. Pour nous dire, regardez, Goten, il a toujours le même aspect physique dans la série, ce qui d'ailleurs est un peu incohérent. Goten et Trunks devraient avoir l'air plus âgés, mais quand même on vous montre que dans son esprit il a grandi, et le costume qu'il trouvait cool étant enfant, aujourd'hui il ne le trouve vraiment pas très cool, il trouve que c'est pour des gamins. Mais surtout ce que j'ai aimé c'est les espèces de scènes d'images fixes assez intéressantes sur Gohan, on l'a vu pousser la poussette de Pan et tout ça, mais surtout deux d'entre elles que j'ai beaucoup aimé, déjà celle de son mariage avec Videl, et les images de mariage et tout ça sont très rares dans Dragon Ball, donc c'était vraiment bien à voir. Et aussi l'image de Gohan en mode boulot, en mode travail, disant qu'il est un stagiaire.
un très bon stagiaire, mais il reste un stagiaire. Et j'ai bien aimé que ces épisodes-là hors série, petit à petit, nous donnent quelques informations de background, d'histoire autour de certains personnages, et en particulier Gohan et son métier dont on ne sait presque rien. On nous avait dit précédemment qu'il était assistant, et là, ça s'est un peu affiné en nous disant qu'il est devenu en fait un stagiaire. Et cela correspond en fait beaucoup plus à son âge, car en fait on pouvait se faire quelques petites idées comme quoi il pouvait être un grand scientifique, ce qui semblait être un peu bizarre par sa jeunesse déjà, et même pour un surdoué ou un génie c'était un peu bizarre. Mais vraiment le mieux dans cet échange entre Goku et Gohan ou Great Saiyaman comme vous voulez, c'était vraiment les échanges de coups. Leur combat d'entraînement qui ressemblait plus à un combat qu'à un entraînement au final. J'avais l'impression d'avoir une scène très proche de DBZ, l'animé avec un Z, assez épique en termes de combat. Alors bien sûr cette scène a peu d'impact parce qu'il n'y a aucun enjeu derrière, mais à voir visuellement ça envoyait bien. Les échanges qui se sont faits, les échanges de coups étaient très bien chorégraphiés. D'ailleurs, en parlant de coups, Gohan est le seul qui aura vraiment porté un mauvais coup à l'autre. C'est Gohan qui a mis un coup à Goku, et Goku n'a pas donné de coup derrière pour rétorquer et ne l'a pas eu dans la suite du combat. Alors bien sûr, cela n'est pas révélateur du fait que Gohan est meilleur ou quoi que ce soit. C'est juste pour montrer qu'il est toujours quand même là. Ne pas le sous-estimer en quelque sorte. Une petite chose que je voulais vous dire, c'est que dans ma dernière review d'épisode, je vous avais dit, comme par magie, Gohan qui se transforme en Super Saiyajin 1 en mode Great Saiyaman conserve son casque, malgré les gros impacts de coups qu'il s'est pris face à Watagash transformé en espèce de monstre un peu bizarre. Et bien sûr, on avait compris que les scénaristes avaient préféré cela pour que Gohan ne se fasse pas démasquer par tous les terriens. Et c'est compréhensible. Mais là, comme par hasard, les scénaristes se sont arrangés dans l'autre sens parce que dès que Gohan est passé Super Saiyajin 1, son casque est tombé. Et bien sûr, a révélé sa vraie face, son vrai visage de Gohan. Et là, quand je vous disais que ça arrangeait les scénaristes et les animateurs de la Toei Animation, c'est tout simplement pour vous donner et nous donner à nous spectateurs du Gohan et non pas du Great Saiyaman, pour nous donner des sensations de Gohan, pour nous mettre dans l'ambiance d'un combat de Gohan, c'est exactement ça. Après, parlons un tout petit peu de la puissance de Gohan. Déjà, je voudrais vous dire que des épisodes hors série ne peuvent pas servir à estimer le niveau de puissance réel de Gohan. Mais si je devais émettre un tout petit avis, je vous dirais que pour moi, le niveau de Gohan n'a pas vraiment réduit, il n'a pas disparu. C'est pas comme s'il y avait tout à refaire. Mais je dirais plus qu'il est endormi, ça veut dire qu'il est toujours là quelque part. Je dirais que c'est un peu une sorte de potentiel endormi que Gohan lui-même ne suspecte même plus. Donc je pense qu'il n'a pas vraiment à refaire tout le chemin, tout ce qu'il a traversé dans Dragon Ball pour revenir au niveau ou au top niveau. Je pense qu'il a besoin en priorité d'une motivation et d'un entraînement pour réveiller ses capacités un minimum. Et je pense à vrai dire que le prochain arc est tout à fait parfait pour cela, à la fois par ses enjeux que par le fait que forcément si un tournoi se prépare, un entraînement le précédera, histoire d'être compétent durant le tournoi. Alors les conséquences de cet entraînement un peu épique et dantesque entre Goku et Gohan, c'est que le champ a été complètement détruit, et ça ne plaît pas à Chi-Chi forcément, leur source de revenus est détruite. Du coup c'était un peu étrange que Goten fasse la suggestion de s'entraîner avec Krillin, mais cette idée-là était très bienvenue. J'aurais peut-être plus imaginé Gohan faire cette proposition-là, mais bon, venant de Goten, ça passe quand même. Et je trouve que c'était vraiment pour notre plus grand plaisir que de revoir ces deux meilleurs amis déjà se parler et s'entraîner ensemble. C'est vraiment pour moi une sensation très spéciale de voir ces deux-là, ces deux personnages, Goku et Krillin. Car pour rappel, je le dis souvent sur la chaîne, le meilleur ami de Goku, c'est bien Krillin et pas Vegeta ou Piccolo. Et n'oubliez pas non plus que si Goku est devenu Super Saiyajin 1, c'est bien grâce à la mort de Krillin. Le choc émotionnel lui a causé cela. Bon, une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord et je voulais à tout prix vous en parler, même si on est dans un épisode hors série, même s'il faut pas soi-disant se prendre la tête, à vrai dire j'ai envie de me prendre la tête sur ça. Vous allez me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, mais moi ça m'a entre guillemets, des gros guillemets, choqué, je dis bien le mot choqué, que Krillin se fasse blesser par une arme à feu. Normalement, même un Krillin ramolli, même un Krillin démotivé ne devrait pas se faire blesser par une balle. Même dans un épisode hors série, il y a un minimum de choses à respecter. Alors c'est vrai qu'il y avait du sang, visuellement c'était cool de voir du sang dans Dragon Ball et pas de censure. Mais pour moi, je pars du principe que tous les membres de la Team Z, enfin Team Z hors Bulma ou Chi-Chi, vous m'avez compris, que tous les combattants de la Team Z ne devraient pas pouvoir se faire blesser par une arme à feu, surtout à cette période-là, et en particulier à cette période-là de l'histoire. S'il vous plaît, faites appel à vos souvenirs et rappelez-vous au tout début de Dragon Ball, quand Goku se prenait régulièrement des balles de pistolet dans le corps, et même en pleine tête. Rappelez-vous que ça lui faisait presque rien, quelques égratignures parfois, surtout au début de l'œuvre, et après ça lui faisait un peu bouger la tête, mais il ne sentait rien. Et comme je vous ai dit, au pire, il avait un peu de douleur, mais rien de particulier. Il n'a jamais eu de grosses blessures nécessitant des points ou quelque chose comme ça.
Et même si un Saiyan est beaucoup plus résistant sûrement qu'un Terrien, on est quand même d'accord sur le fait, je pense que ça ne fait pas l'ombre d'un doute, que Krillin, dans Dragon Ball Super adulte, est beaucoup plus fort, beaucoup plus fort que Goku enfant dans les tout premiers tomes de Dragon Ball. Je pense que là, on est à 100% d'accord. Alors bien sûr, je sais que les scénaristes et les animateurs et les producteurs de la Toei ont fait ça uniquement dans le but de nous dire que Krillin a tellement perdu sa motivation que au final même ça peut l'atteindre et nous montrer à quel point la motivation d'un homme peut l'affaiblir. Mais moi j'aurais été plus d'avis alors par exemple d'utiliser un lance-roquette et nous montrer que là ça lui aurait fait du mal. Et à la limite ça j'aurais pu l'accepter. Un Krillin démotivé, un peu ramolli, manque d'entraînement, ça j'aurais pu l'accepter avec une arme quand même un peu conséquente. Et encore j'aurais un peu grincé des dents, mais bon. Et d'ailleurs, les deux ennemis qui lui ont causé cette blessure-là, parlons-en rapidement, ces deux ennemis, dès que je les ai vus, m'ont rappelé quelque chose. Et j'ai cherché un peu partout les ennemis un peu lambda, et en particulier ceux que le Great Saiyaman avait pu combattre dans son histoire. Et je suis retombé contre les deux voleurs en fait, que Gohan Great Saiyaman avait combattu dans le film 13, soit la fureur du dragon, ou l'attaque du dragon, ça dépend de la traduction que vous avez. C'est-à-dire le film Hildegarde Tapion. Gohan, comme je vous ai dit, se bat contre ces deux voleurs-là qui sont physiquement les mêmes que ceux qu'on a eu dans cet épisode de Dragon Ball Super. Et j'aime beaucoup, à vrai dire, ce type de référence au passé, qui d'ailleurs les hors-séries n'hésitent pas à nous en mettre beaucoup, et beaucoup plus que l'on le voit en fait. Et par moments, il y a des petites références par-ci par-là qui sont vraiment très difficiles à discerner dans ces épisodes hors-série. C'est un peu drôle à voir comme ces hors-séries se prennent la tête à nous mettre des références tellement vieilles du passé. Bon, ensuite, on a vraiment une discussion que j'ai trouvée intéressante chez Krillin dans sa maison, avec sa famille, avec sa femme C18 et sa fille Marron. Et une chose cool aussi, c'est que l'on voit la maison de Krillin, chose qui est rare en fait. De mémoire, c'est super rare dans Dragon Ball de voir ça. Et j'aime aussi le parallèle qui est fait entre Krillin et Gohan. Et le besoin immédiat et urgent pour ces deux personnages-là de retrouver leur motivation et de retrouver leur force. Et dans le cas de ces deux personnages-là, ce sont leurs filles et leurs femmes respectives qui vont être un peu la clé de tout ça. Leurs familles vont les motiver à revenir au premier plan, c'est-à-dire que de eux-mêmes, ils ne reviendraient jamais, mais ils ont des motivations externes qui leur tiennent plus à cœur que leur propre vie eux-mêmes. Et cela va leur permettre de ne pas sombrer dans leur routine qui se sont pas imposées, mais dans laquelle ils sont rentrés. Et pour cette fameuse cause familiale, on va dire, Krillin va s'accrocher, et ça c'est cool. Et va vraiment foncer dans cet épisode avec Goku pour s'entraîner. Et d'ailleurs, la scène a été appuyée nostalgiquement par de nombreuses scènes un peu remasterisées de l'époque, du passé avec Goku et Krillin, qui portent les bouteilles de lait, qui s'entraînent vraiment à l'ancienne avec Tortue Géniale. Je suis sûr que toutes ces scènes-là vous ont forcément parlé. Bien sûr, c'est le moment de Krillin de reprendre son vieux Doogie, celui de l'école de Kame Sennin de Tortue Géniale. Et malgré le niveau de Goku, ils vont voir Kame Sennin pour lui demander un entraînement. Alors même si Goku est devenu un dieu Saiyajin, un dieu Saiyan, je trouve le fait d'aller voir Kame Sennin plutôt logique. Tout simplement parce que Tortue Géniale a une expérience de fou. Et puis, il est le maître vénéré de Goku et de Krillin, leur ayant tant emporté dans le passé. Et cela, aucun niveau de puissance pourra venir le bafouer tout simplement. D'ailleurs, même dans la vraie vie, regardez dans chaque sport de combat, les entraîneurs du combattant ne sont pas plus forts que le combattant lui-même. Que ça soit la boxe ou n'importe quel autre sport de combat, l'entraîneur est toujours plus vieux, moins en forme physiquement tout simplement, peut-être moins fort que son élève. Et pourtant l'élève progresse énormément. Le maître n'a pas besoin d'être plus fort que l'élève pour bien l'entraîner. Bon, et bien sûr, le paiement de ce maître-là sera un livre porno, mais ça, c'est du bon vieux Tortue Géniale à l'ancienne. Et on était obligé de passer par là, sinon on aurait tous crié au scandale. Et j'ai envie de vous dire que les entraînements de Tortue Géniale sont toujours cool. Goku est cette fois-ci déguisé en tortue, avec des vêtements très lourds, très peu maniables, sans avoir le droit de se transformer ou de voler. C'est vraiment du 100% entraînement de Tortue Géniale. Mais en fait, niveau du droit de voler, c'est un peu bizarre, parce que Goku et Krillin voleront quand même, mais à ras du sol, enfin à ras de mer, comme vous voulez. Cet entraînement, dans les faits, il a peu d'intérêt, mais j'ai beaucoup aimé, et je suis sûr que le public japonais, lui, a dû aimer encore plus que moi, et a vraiment dû adorer, et ont bien dû rigoler avec ça. Moi, j'ai trouvé ce passage-là drôle. Pas hilarant, j'étais pas mort de rire, mais je l'ai trouvé bien drôle. Et au final, c'était ça qui le rendait plutôt cool. Et j'aime beaucoup, je me répète une dernière fois sur ça, les entraînements, justement, façon vieux maître d'arts martiaux. Je pense que vous avez tous connu ça. Déjà, Piccolo s'impose aussi ce type d'entraînement avec son Doogie qu'il porte 24/24 qui est ultra lourd. Et vous avez tous connu ça dans d'autres de vos mangas préférés ou dans certains de vos films d'arts martiaux préférés. On passe toujours par cette case-là et elle fait toujours son petit effet. Je profite de ce passage-là, justement, de l'entraînement chez Kame Sennin, pour vous dire que la qualité d'animation et des dessins de tout l'épisode était superbe. Très sérieusement, j'ai presque rien à redire de cet épisode. Bien sûr, on peut toujours
chercher des petits ratés, des petits détails et tout ça. Mais franchement, c'était de la bonne animation et de très jolis dessins. Et comme je l'ai répété dans chacune de mes dernières reviews d'épisodes hors série, l'animation de tous ces hors série est meilleure que celle de certains épisodes qui ne sont pas des hors série, c'est-à-dire là où l'histoire est canon. C'est-à-dire là où l'on suit la continuité de l'histoire. Et à vrai dire, c'est assez drôle d'avoir ce paradoxe. Bon, maintenant est venu le temps d'introduire l'île des illusions. Tortue Géniale donne la nouvelle étape de son entraînement et leur dit qu'il connaît une technique leur permettant d'augmenter énormément leur force à Goku et Krillin. Ce qui selon moi est totalement faux. C'est juste une astuce de la part de Tortue Géniale pour convaincre ces deux-là de se prêter au jeu. C'est aussi typique des maîtres d'arts martiaux. Proposer quelque chose à son élève pour le motiver et au final ce sera juste le périple, l'aventure, l'entraînement qu'il lui a proposé qui va lui octroyer le gain de puissance. Mais ça ne sera pas une technique secrète ou je ne sais pas quoi. Ne vous attendez pas à un power-up provenant de Tortue Géniale. Et donc sur cette fameuse île, c'est la recherche de l'herbe du paradis qui fera que Krillin reviendra à son niveau. C'est-à-dire qu'il faut ramener ça à Tortue Géniale et Tortue Géniale est censé augmenter leur pouvoir, ce qui est faux, je vous le redis. Et dès l'arrivée sur l'île des illusions, si vous êtes nostalgique de Dragon Ball et de Dragon Ball Z, pour faire référence à l'anime, alors vous allez être en plein dedans. Déjà, à l'accueil, on a Baba la sorcière qui apparaît pour sa première fois dans Dragon Ball Super et depuis très longtemps dans Dragon Ball tout court. Qui, pour rappel, elle est la sœur de Kame Sennin, la sœur de Tortue Géniale. Et son apparition était aussi cool que courte. Et on sent que Kame Sennin et Baba sont bien de mèche, c'est-à-dire qu'il y a bien un petit complot derrière tout ça. Regardez, juste après leur petite course à pied, qui d'ailleurs est un peu ridicule vu que les deux peuvent voler, mais bon, c'est pour rester dans le contexte et le folklore, on va dire, de l'entraînement façon Dragon Ball de l'époque. Et justement, après cette course-là, Goku et Krillin arrivent devant une espèce d'entrée de structure qui m'a rappelé énormément les lieux de chez Baba la sorcière à l'époque. Là où elle ramenait ses propres combattants de l'au-delà, du monde des morts, pour organiser des tournois. Et regardez l'aspect gargouille de cette tête, qui sert d'entrée, comme je vous l'ai dit, me fait vraiment penser à ces lieux typiques de chez Baba, en fait. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce à quoi ça vous fait penser, mais moi, j'ai vraiment de suite revu tout ça. Au final, on se retrouve, en fait, une fois passé cette espèce de porte qui fait un peu peur, il faut se le dire, on se retrouve dans une forêt encore plus sombre, qui fait elle aussi peur, et dans lequel, bien sûr, pour rajouter une couche, il y a beaucoup de brouillard. Je dirais que c'est une forêt assez digne des anciens Walt Disney, des dessins animés de Disney, dans lequel on avait souvent une forêt maléfique, un peu comme ça à vrai dire. Et bon, je vais pas vous faire la liste de tous ces personnages-là, car vous les connaissez autant que moi, mais cette forêt a fini par faire apparaître toute une équipe de personnages qui sont des anciens ennemis, dont les plus populaires Frieza, Freezer, Boo et Cell, et bien sûr d'autres. D'ailleurs, j'avais peur que Cell ne soit pas là, car si vous avez suivi mes récentes vidéos, je vous disais que suite au dernier spoiler, il n'était pas annoncé. Mais finalement, il est bien là et je trouve ça très cool. Et je voulais vous dire une chose très intéressante, c'est qu'il nous a toujours été répété par les animateurs et par Toriyama lui-même que Cell est très difficile à dessiner et encore plus à animer. Et là, dans cet épisode-là 75, j'ai trouvé qu'il était très réussi, voire même l'un des méchants les plus réussis visuellement. Une autre petite chose que j'aimerais vous dire, même si ça concerne plus l'épisode 76, c'est est-ce que ces méchants-là vont parler? Vous avez remarqué que dans cet épisode-là, ils se contentent de regarder et de sourire, et dans le trailer, ça a l'air un peu pareil. Vous vous dites pourquoi est-ce qu'ils nous posent cette question-là? Tout simplement parce que je pense que pour des raisons de budget, la Toei Animation va faire en sorte que ces illusions ne parlent pas, ou au pire quelques petits bruitages de bouche, des rires ou des choses comme ça. Ou qu'à la limite, un ou deux du type Freezer ou Cell parleront, et encore Cell pas sûr, disons plutôt Freezer et Boo, tout simplement pour des raisons de budget, parce que si vous les faites parler toute cette équipe-là, ça veut dire qu'il faut appeler chacun des doubleurs, parce que là-bas au Japon, ce ne sont pas des comédiens comme en France, ce sont vraiment des doubleurs reconnus, et derrière, faudra leur donner leur chèque, faudra les payer. Du coup, je pense que c'est plus facile, et ça coûte beaucoup moins cher de ne pas faire parler les illusions. C'est con que la série soit régie par des notions économiques, mais c'est la réalité aussi, je pense. Bon, on finit par comprendre qu'il y a un truc très étrange, vu la taille que font ces ennemis-là, ils sont vraiment des géants. Et je trouve à vrai dire que ça les décrédibilise un peu. Bon, c'est vrai que ça renforce l'idée que l'on se trouve un peu dans un cauchemar. Souvent dans les œuvres, vous avez dû remarquer que quand le héros ou quelqu'un d'autre fait un cauchemar, il est tout petit et il y a tous ces cauchemars justement qui sont représentés en géant qui le regardent de haut, pour renforcer l'effet de peur. Mais là, on est dans une forêt des illusions, pas vraiment dans une forêt des cauchemars. Et j'aurais préféré que tous ces anciens ennemis soit tout simplement de la taille qu'ils avaient de base. Je pense que ça suffisait pour nous mettre dans l'ambiance et de nous montrer la menace qui régissait dans cette forêt. Ce n'est qu'un avis personnel et n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous au contraire c'est mieux que ce soit des géants.
Mais le problème, c'est que on comprend déjà comment les combats vont se tourner, qui vont être peu dynamiques, qui vont être très psychiques, j'ai envie de dire, voilà, et c'est un peu dommage, mais bon. Et finalement, Tambourine finit par apparaître, l'espèce d'humanoïde tout vert avec des ailes dans le dos. Bien sûr, celui-ci est arrivé accompagné de Piccolo Daimao, et beaucoup d'entre vous m'ont demandé qui est ce gars-là, Tambourine, et pourquoi est-ce qu'il apparaît dans cet épisode-là aux côtés de mecs comme Piccolo Daimao l'ancien, comme Freezer, ou comme même Nappa, ou Vegeta même, il est là aussi. Pourquoi est-ce qu'il est là ? Et même certains d'entre vous ne se souvenaient même pas de son nom. Bon, déjà, son nom, maintenant vous l'avez, c'est Tambourine. Et s'il est là, c'est tout simplement parce que c'est le premier personnage, le premier ennemi qui a tué Krillin de toute l'histoire de Dragon Ball. Rappelez-vous bien, ce serviteur de Piccolo Daimao a tué Krillin en premier, et d'ailleurs, Boo et Freezer l'ont aussi tué. Et si je me souviens bien, si elle se reconnaît, elle nous laissera un message, une abonnée était venue m'en parler sur Facebook, ou en commentaire, je crois que c'était sur Facebook. Comme quoi, tous ces ennemis-là sont liés de près ou de loin au combat de Krillin. Et je trouve que dans sa remarque, elle n'avait pas tort de m'avoir dit ça. Tous les méchants que l'on voit là, bien sûr, sont plutôt communs à Goku, mais ils sont surtout liés à Krillin. Krillin les a tous combattus de près ou de loin. On va dire que plus ou moins il a participé à chacune de ces batailles. Et dites-vous bien que même si Goku est dans l'épisode et dans l'épisode 76 à venir, le but n'est pas de donner un power-up à Goku, mais uniquement de permettre à Krillin de retrouver sa motivation et de retrouver son niveau. Du coup les devins, on en arrive à la fin de cet épisode 75, qui nous a laissé place bien sûr à la preview de l'épisode 76, qui reste dans la même trempe tout simplement, et je pense que cet épisode 76 n'apportera rien de fou ou rien de nouveau d'original par rapport à l'épisode 75, mis à part le fait que Krillin retrouvera 100% pleinement sa motivation, une motivation béton à toute épreuve, et qu'il sera prêt moralement du moins pour le prochain arc. Et ça, souvenez-vous bien de ce que je vais vous dire maintenant, je suis sûr que Krillin sera un personnage et aura un rôle très important et voire même déterminant dans le prochain arc à venir. Malgré son manque de puissance par rapport à des dieux. Je suis sûr qu'il va être très important. Par contre, et je vais conclure sur ça les devins, je dois vous dire que je ne suis pas sûr de pouvoir vous proposer la review de l'épisode 76. Tout simplement parce que dès ce samedi 28, je pars une petite semaine en congé. Et ça, je vais le répéter dans chaque vidéo, comme ça, bien, je ferai en sorte que chacun d'entre vous soit plutôt au courant du fait que je pars et que mon rythme de vidéo, de publication sera un peu altéré. Du coup, je vous donne les dates. Je pars ce samedi-là. Et je reviens le samedi prochain, le 4, juste avant la reprise du nouvel arc. À vrai dire, j'ai même un peu fait exprès de planifier mes vacances par rapport au nouvel arc, pour vous dire. Et je me permets par la même occasion de vous rappeler que à partir du samedi 4, les lives hebdomadaires reprendront sur la chaîne. C'est-à-dire parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont rejoint en tant qu'abonnés sur la chaîne et qui ne me connaissaient pas avant, et je vous en remercie énormément. Soyez tous les bienvenus, bien sûr. Du coup, je me permets alors de vous rappeler que des lives auront lieu chaque semaine, chaque samedi, juste après la diffusion de chaque épisode de Dragon Ball Super. C'est-à-dire dans la nuit de chaque samedi à dimanche à 1h30 du matin. Bien sûr avec le petit retard habituel. Et en tout cas, ça permet de lire les traductions que Herms98 nous propose sur Twitter et en même temps de nous faire une session de réaction à chaud et de questions-réponses au maximum de vos questions que vous posez en live. Du coup, confirmation que ces lives reprennent bien dès le samedi 4 février dans la nuit du samedi 4 au dimanche. Et petite précision pour les nouveaux sur la chaîne, les lives ne changent en rien mes publications. Ça ne change pas le fait que je vous fais des prédictions, que je vous fais des PLT ou que je vous fasse des reviews. C'est en plus, tout simplement. Sachez aussi que du 28 au 4, je ferai en sorte de préparer 2 ou 3 vidéos à l'avance, on va dire, qui arriveront à peu près tous les 2 jours sur la chaîne, même quand je ne serai pas là. Comme ça, la chaîne ne restera pas sans contenu non plus. Je pense que ça sera principalement des vidéos débat, à vrai dire, peut-être des vidéos Xenoverse, des trucs un peu plus légers justement pendant ma période de vacances. Du coup les devins, j'espère que cette information vous a semblé claire et que vous avez apprécié cette review. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, sachez que je réponds à tous les commentaires que vous me laissez. Je vais alors maintenant vous remercier et vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.